Les sportifs de haut niveau ont tous un point commun, ils bénéficient d'une communication ultra rodée, préparée par des communicants aguerris. Pendant 43 ans, mon invité du jour a observé cette évolution à travers son métier de journaliste sportif. Il a côtoyé les plus grands noms du sport belge et international, et s'est même lié d'amitié pour certains d'entre eux. Et voilà ce qu'il raconte à Bullseye. Bonjour Michel Lecomte. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur Bullseye. Vous savez qu'on a un point commun, c'est qu'on a tous les deux suivi des études à l'IEX. Ouais, dans cette magnifique école. Ouais, excellent. Et vous avez suivi aussi un parcours assez similaire, parce que vous avez fait journalisme, vous êtes devenu journaliste après. On aura l'occasion d'y revenir. Avant ça, moi j'avais quand même une question à vous poser et qui me taraude depuis des jours. Comment on fait pour commenter une course d'escargot ? C'est vrai que j'ai fait ça, ouais. Mais d'abord on se prend pas au sérieux, hein, forcément, et on prend la bonne distance. Mais comme on est namurois et que l'escargot est un symbole fort pour le namurois que je suis, eh bien on se dit que être passé par là, c'est une ligne à ajouter à son CV, et c'est très bien puisque ça marche. Vous l'avez retenu, donc ah oui, ça m'a marqué. C'est parfait. Ouais. Ça m'a marqué. Je me demandais juste, mais comment déjà est-ce qu'on peut considérer la course d'escargot comme un sport ? Parce qu'au final, vous êtes journaliste sportif. Vous avez fait ça toute votre carrière. Comment on fait pour rendre quelque chose qui va extrêmement lent, passionnant pour les téléspectateurs, les auditeurs ? Et alors, je ne sais pas si c'était parfaitement maîtrisé, l'exercice. En tout cas, je m'y suis adonné dans le cadre d'une activité qui était une activité spéciale au centre de Namur, autour des fêtes de Wallonie, parce que j'ai fait autre chose que du sport, et notamment présenté toute une série d'émissions pendant les fêtes de Wallonie, à l'époque où j'étais au centre de Namur, hein, c'était une autre époque RTBF, et ça s'appelait Jour de fête, et dans le cadre de ces jours de fête, il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses. J'ai commenté une course d'escargot. Je me souviens plus très bien du podium, même si on avait été hyper sélectif sur les participants. Ouais. Sur les images, c'était celui avec la grosse coquille qui était en tête. Je sais pas. Ouais, voilà, c'est toujours les gros qui s'imposent, hein, finalement. Enfin, les gros les plus puissants. Ouais, les plus gros moteurs. On va dire ça. Alors, je le disais, vous avez fait l'IEX. Pourtant, le journalisme, c'était pas forcément votre vocation première. Vous avez commencé par des études de droit, puis vous vous êtes dit, bon, c'est peut-être pas pour moi. Vous allez à l'IEX et vous étiez très passionné par la politique à l'époque. Et comment ça se fait qu'au final, pourquoi vous êtes tourné vers le journalisme et comment dans le sport ? Alors, c'est une question à laquelle il y a plusieurs volets pour vous répondre complètement. Donc, quand je sors d'humanité, je suis plutôt bon en français et en éloquence. C'est le seul premier prix que j'ai eu, c'est celui d'éloquence. Et donc, naturellement, on me pousse vers les études de droit, mais dans lesquelles je me sens pas bien du tout. Et il y a une chose essentielle dans mon chemin, c'est que je vais dans un centre PMS. Parfois, j'en ai entendu pique-pendre sur les PMS. Je peux vous dire que celui-là est comme beaucoup d'autres, a super bien fait son boulot. Moi, c'était à Leuven, où là, je rencontre un psy qui, après 2 heures de test, me dit « Vous devez faire cette école ». Et cette école, c'est l'IEX, qui est à Ramnichin. C'est une école qui n'a pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui, qui n'a pas le succès en termes d'étudiantes qu'elle a aujourd'hui. Mais mon père, je le convainc, et facilement. D'ailleurs, il me dit « Voilà, tu auras une chance, mais on y va ». Et là, de fil en aiguille, les choses s'installent. Mais je ne vais pas là pour faire le journalisme. Je vais plutôt là avec l'intention de trouver un chemin dans le milieu culturel. Je me voyais bien faire partie d'une équipe dans une maison de la culture, dans un théâtre. Et puis, dans les 2 années de tronc commun à l'IEX, puisque c'était 2+2, hein, puis on choisissait sa section. Moi, je suis allé vers Presse Info, comme toi. Et à ce moment-là, dans ces 2 années de tronc commun, le journalisme s'impose. Et puis après vient le sport. Mais c'est d'abord le journalisme. Moi, quand je sors de ma carrière, je dis j'ai fait 40 ans de journalisme. Le sport a été la matière que j'ai traitée, mais dans le sport, il y a tellement de facettes. Alors, dans celui du journaliste audiovisuel et en sport aussi, parce qu'on fait du direct, on fait de la présentation, on fait un reportage JT, on peut faire un 26 minutes, un 52 minutes, et aujourd'hui on fait du digital. L'éventail des plateformes, l'éventail des pistes pour faire passer ce qu'est le sport, l'expliquer aux gens, montrer les valeurs, c'est fantastique. Donc ça a été un terrain, et ça reste un terrain vraiment exceptionnel, qui m'a permis de m'épanouir totalement comme journaliste, ma première vocation après celle de la vocature, mais qui n'a pas duré longtemps. Il y a quand même un élément qui est incroyable et que vous n'avez pas encore expliqué, c'est qu'à cette époque-là, quand vous vous lancez dans le journalisme sportif, vous êtes le premier journaliste sportif du centre
de Namur. Alors ça paraît aberrant parce qu'aujourd'hui, je veux dire, dans les centres de journalisme un peu partout, il y a des journalistes sportifs partout. Et là, à cette époque-là, vous êtes le premier. Alors oui, attention, ça ne veut pas dire que la matière sportive n'était pas traitée. Elle était traitée par des indépendants qui avaient un autre boulot à côté, qui venaient le lundi donner les résultats sportifs dans les différents journaux parlés en décrochage, et qui venaient le vendredi faire l'agenda. Mais il n'y avait pas une couverture systématique, une réflexion autour de la couverture. Et moi, j'ai installé ça. J'ai eu cette grande chance, à partir de la confiance qu'on m'a faite. Et à partir de là, dans une région qui était moins porteuse en termes de sport et de grandes références sportives. Même s'il y avait le basket féminin à Namur, Saint-Servais, il y avait des clubs de tennis de table réputés, à Vedrin, au-dessus de Namur, mais à Corrènes, ça remonte très très loin, il y avait une équipe féminine qui était remarquable. Il y avait le motocross de la Citadelle, qui était mon événement, mon Graal annuel. Mais à côté de ça, et j'ai eu autant de plaisir à rencontrer des gens, des sportives et des sportifs, dans des disciplines plus confidentielles, mais qui me racontaient leur histoire. Et le sport, c'est aussi ça. C'est découvrir les valeurs, les faire passer, les faire partager, inspirer ceux qui vous écoutent et se dire que oui, j'ai vu des gens qui sont complètement oubliés aujourd'hui, mais qui portaient certainement autant de valeur que les grands champions qui se battaient entre eux sur les contreforts de la Citadelle. Alors on est en 1980, plus ou moins, quand vous débutez votre carrière de jeune journaliste. Et le premier reportage, je crois, que vous faites, vous rencontrez quelqu'un qui deviendra très important dans votre vie plus tard, c'est Eddy Merckx. Ah oui, alors c'est un des premiers reportages, Eddy Merckx. Mais les premiers reportages, c'est autour d'un champion de course de côte à l'époque, qui est toujours bien présent sur le terrain de l'automobile, qui s'appelle Tony Gillet, et qui a dessiné une voiture qui s'appelle la Vertigo, un homme passionnant, extrêmement inspirant, et qu'il est toujours, parce qu'il continue dans son entreprise à faire des choses fantastiques. Il y a lui, aussi dans les premiers reportages, il y a Robert Van de Waal, qui était à l'entraînement. J'ai vu Robert Van de Waal sortir des tatamis avec le masque de la souffrance. Et on disait, mais pourquoi tu remontes ? Voilà, pour être un jour champion olympique, ce qu'il a été. Et ces gars-là, on les oublie pas. Comment je ne pouvais pas imaginer que le sport pouvait amener autant de souffrance chez les gens. Mais en même temps, quel équilibre après pour ces gens-là qui étaient d'une autre époque et qui étaient extrêmement accessibles et qui nous donnaient accès à leurs valeurs. Ingrid Bergmans, sportif du siècle, même chose. Et puis alors, je rencontre après Eddy Merckx. Mais Eddy Merckx a fini sa carrière quand j'arrive. Mais je rencontre surtout l'homme, et c'est surtout après, quand j'étais chef de rédaction, que j'ai pu côtoyer et juger de toute l'épaisseur humaine d'Eddy Merckx, type fabuleux. À l'époque, il y a une jeune championne qui est en train de faire ses armes, tout doucement, c'est Justine... Justine Hénin. C'est Justine Hénin. Elle l'est, enfin, l'époque, c'est un peu après, mais elle l'est du coin, elle est de Rochefort. Donc, c'était dans la zone de couverture du centre de Namur. Mais c'est surtout après que j'aurai des contacts avec Justine quand je serai à la rédaction centrale en fonction de tout ce qu'elle va écrire. Mais c'était une super époque parce qu'en même temps, j'étais totalement indépendant. Et donc, ça reposait sur moi, les idées. On a fait un jour une radio locale qui a tenu pendant 5 jours autour du rallye des Ardennes à Dinan, qui s'appelait Radio Copper. Et donc, on informait à la fois les pilotes, dans tous les teams, on était branchés sur notre fréquence, et puis tous les spectateurs qui rejoignaient Dinan étaient informés des derniers résultats des spéciales. Voilà, sont des choses qui étaient possibles dans un centre régional comme celui-là. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que c'est là que vous avez rencontré peut-être les personnalités ou les personnes les plus marquantes de votre vie ? Est-ce que c'était dans cette époque-là, dans le journalisme plus local, avant de faire le grand saut justement à Reyers, Bruxelles, plus l'international ? En attendant, je pense qu'il y a des belles personnalités dans tous les domaines, qu'on soit grand champion ou qu'on soit au plus bas de l'échelle, et inversement. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, le contexte du travail dans lequel je m'inscrivais me permettait de les rencontrer davantage, d'aller vraiment chercher leur épaisseur ou non.
Mais c'est la même chose avec les grands champions à cette époque-là. Ils étaient plus accessibles, donc ils nous permettaient d'avoir accès à eux. Et si on n'est pas branché sur le sensationnalisme ou mettre en avant la petite info qui va les mettre en difficulté, ben, il y a une relation de confiance qui s'installe. Et ces gens sont souvent très inspirants. On a déjà une admiration naturelle pour leurs exploits, ceux qui sont au sommet. Et ce qu'on va chercher derrière, si nous on parvient à le faire, et ça c'est notre job, si on va chercher, si on parvient à aller chercher derrière ce qu'ils sont humainement, cette dimension humaine, ben c'est quelque chose qui va intéresser aussi les gens, sans tomber dans du sensationnalisme. Alors aujourd'hui, comme ils se sont rendus moins accessibles, tous les champions sommet, qu'ils ont leur service de com, qui font bouclier, ben forcément, ce qui sort, ça crée un mur. Ça crée un mur. Ouais. Et le fait que ça crée un mur, comme les rédac chefs imposent quand même qu'on en parle, ben ça fait qu'on n'en parle pas toujours objectivement. C'est-à-dire qu'on sort une info, puis une autre, et ça ne correspond pas nécessairement à la réalité du champion ou de la championne. Mmh. Alors, comme je l'évoquais très brièvement, mais donc vous avez eu votre passage à Namur en tant qu'indépendant, puis là, c'est le grand saut, vous arrivez à Reyers. Je crois que c'était en 1986, donc quand même déjà un petit bagage en arrivant. Et là, vous tombez sur quand même des personnages de l'époque qui sont assez incroyables. Des personnages comme Arsène Vaillant. Alors, Arsène Vaillant, c'est très surprenant, parce qu'Arsène Vaillant, moi, je suis le premier journaliste sportif sorti d'un institut de communication sociale, donc qui forme spécifiquement les gens à la pratique de ce métier. Arsène, c'est tout l'inverse. Arsène, ce qui est fabuleux chez Arsène, c'est qu'il a reçu le même jour sa convocation pour l'équipe nationale de basket et pour l'équipe nationale de foot. Et il a dû choisir. Il a choisi le foot, c'était un brillant joueur, et c'est le commentateur TV, le pionnier, avec un sens du foot, un décodage immédiat, pas d'excès, pas de démesure, pas de débordement dans le commentaire, mais une référence. Des gens qui m'ont évidemment accueilli, qui avaient leur précaré, hein, et qui voulaient aussi le garder, mais ça c'est assez logique. Puis il y avait surtout en radio Luc Varenne, qui était lui la voix. Oui, la voix, référence absolue. Et Luc Varenne qui a choisi de ne pas évoluer vers la télévision parce qu'il n'y croyait pas. Il disait non, ça va pas marcher. Et puis, lui, il est resté en radio, sa carrière immense, hein, et si ça correspondait à ses aspirations, tant mieux. Et en fait, il faisait ça magnifiquement. Alors oui, si on écoute Luc Varenne et qu'on regarde la TV, on va voir qu'il y a un vrai décalage entre ce qu'il racontait et ce qu'on voyait à la télévision. Mais en attendant, le film qu'il faisait passer chez ceux qu'il écoutait, c'était exceptionnel. Je pense que dans la maîtrise de l'art du commentaire radio, Varenne reste un vrai sommet. Ouais, mon père est un peu de la même génération que vous, et il me dit ça à chaque fois. Des commentateurs comme Luc Varenne, ça n'existe plus. C'était incroyable. Oui, cette capacité à aller chercher chacune et chacun de celles qui l'écoutaient et vraiment de l'amener près de vous dans le spectacle que vous commentez et de rendre inoubliable le moment, si en plus il est inoubliable sportivement dans la victoire des Belges. C'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompaient pas. Le rapport affectif à des personnages comme lui est resté très très grand. La preuve chez ton papa, mais chez beaucoup d'autres personnes. L'autre personnage très fort dans un autre profil encore, c'est Roger Laboureur. Roger Laboureur, grande capacité d'émotion, connaissait très bien le foot aussi, hein. Mais Roger y amenait une touche d'humour, il amenait sa touche personnelle. Un jour, il parlait coréen parce que le Saint-Esprit était descendu le matin même du match qu'on avait joué contre la Corée. Et c'était gagné. Et c'était gagné. Il avait donné ces 10 feintes que seul lui pouvait donner. C'était son style. Et puis son célèbre goal, qui est resté. Aujourd'hui, Roger vit toujours. J'ai
toujours des contacts avec lui. Il a exactement 20 ans de plus que moi. Ça le poursuit toujours. Les gens n'ont pas oublié. Et quand Roger entre quelque part, les gens sont encore dans une sorte d'admiration pour ce qu'il a été, ce qu'il a représenté. C'était l'époque où on regardait beaucoup la télévision. C'était l'époque où non seulement ils commentaient, on les voyait. C'est une époque totalement exceptionnelle. Et aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. C'est impossible d'imaginer ce qui se passait à l'époque pour les jeunes qui suivent le sport à la télé aujourd'hui. C'est tout à fait différent. Mais ce sont... Et Franck Baudonc aussi, il y a eu une tradition des commentateurs, et ce sont les commentateurs qui sont les plus identifiés et qui ont été les plus adulés par le public, parce qu'ils sont liés à des événements, des matchs précis, et que ça, toute cette alchimie-là, de votre réception par rapport à l'événement, comment le commentateur est parvenu à sublimer les choses, c'est ça qui fait qu'on n'oublie pas. Et quand le gars entre, on se dit fantastique ce qu'ils ont fait. Je me souviens toujours de la dernière Coupe du Monde, c'était Belgique-Japon. Philippe Albert fait pareil. Alors Philippe Albert se lâche complètement, alors qu'il était dans une certaine réserve aux côtés de Rodrigo Benkens, et il se lâche, et c'est en même temps la délivrance pour tout le monde, parce qu'on sait qu'avec ça on est qualifié et qu'on passe. Donc ça, c'est des choses qui restent à jamais. Et en effet, je l'ai dit bordel, mais avant ça, il crie, il va le faire, il va le faire. Il le dit 3 fois, il va le faire. Comme il a crié contre la Croatie, c'est goal, il l'a crié. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, il avait tellement envie que ça se passe. Là, ça s'est passé, et puis après, ça se passe pas. Ça, c'est la loi du sport aussi. Et fort heureusement que la logique est souvent brisée, ou en tout cas n'est pas poursuivie, parce que sinon la magie autour du sport ne serait pas la même. Alors on l'a dit, vous avez une carrière incroyable, 43 ans passés à la RTBF. Vous avez évidemment connu différentes époques. On en arrive dans un peu le vif du sujet de ce podcast, c'est comment la communication et intrinsèquement le journalisme sportif a évolué à travers ces différentes générations, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez utilisé le terme bouclier, quelque part de communicant autour des sportifs. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que j'ai vu justement des images où vous interviewez Eddy Merckx lors de un de vos premiers reportages. C'est effectivement de l'accessibilité qu'il y a autour de cet homme qui, à l'époque, est vraiment une icône, qu'il est toujours, mais je veux dire, là, on était vraiment dans cette dimension-là. Aujourd'hui, est-ce que ce genre de choses-là, c'est encore possible d'aller chercher une superstar comme ça à un événement très, très local et d'aller lui poser vos questions comme ça, comme si vous vous connaissiez depuis toujours finalement? Alors non, ça n'est plus possible. De cette manière-là, ça n'est plus possible. Je n'ai pas dit qu'il n'était plus possible de réaliser des interviews qui permettent d'entrer en contact. Mais c'est des grosses négos, je pense, en amont. Ce qui était à un moment naturel à mon époque, puisque en fonction de l'exploit, on réagit, on va chercher l'acteur. Aujourd'hui, après un match de foot, l'acteur est désigné par le service com, qui va venir à votre micro. Ce ne sera pas celui que vous avez nécessairement envie d'entendre parce qu'il a fait un match, ou parce que la compétition s'y est imposée qu'on ne l'attendait pas. Non, il y a toutes ces barrières et ces boucliers ne permettent pas de donner aux gens la même épaisseur de contenu. Et d'ailleurs, combien de fois est-ce qu'on entend des interviews qui sont complètement lisses, mais ne sont pas les journalistes qui sont nécessairement responsables, hein. Alors oui, dans la manière d'interroger, le fait qu'on pose des questions qui englobent les réponses m'interpelle toujours énormément, hein. Woody Allen disait « J'ai des questions à vos réponses ». C'est surtout ça, hein. On part dans l'entonnoir et puis on cerne et on laisse l'autre s'exprimer et sur la tête s'exprimer, et sur base de ces réponses, on va chercher d'autres questions. C'est un exercice passionnant, l'interview. Et après,
les gens se font une idée en disant tiens, mais c'est de l'écoute, c'est de l'écoute. Ici, après les matchs de foot, on a une succession de banalités qui est un petit peu affligeante. Mais aussi parce que 3 questions, 3 minutes, non, c'est fini, on vous tape dans le dos. Oh non, il faut passer à autre chose. Et en même temps, les gars ne prennent plus aucun risque. Sinon, ça sera une amende ou bien ils viendront plus. Voilà. Maintenant, je pense que les services de communication doivent comprendre que l'accessibilité, et alors oui, on choisit, on fait de la com perso. Il n'y a plus le filtre journalistique, il y a plus ce qui risque de vous mettre, pas en porte-à-faux, mais en tout cas de vous interroger sur un point sensible que tout le monde a remarqué. On montre ce qu'on veut bien montrer. On montre ce qu'on veut bien montrer, on communique sur ce qu'on veut bien communiquer. C'est une erreur, hein, mais il faut que de l'autre côté, le journaliste ait dans sa démarche qui est à la fois toute l'objectivité, le recul nécessaire, la connaissance du sujet. On ne vient pas en disant alors quoi non. Hein. Oui, tout ça, c'est largement détérioré. Oui, on n'est plus dans la même épaisseur. Par contre, oui, au bout du compte, je pense que les gens évoluent là-dedans, que les sportifs évoluent aussi. Il y a une crainte des médias. Et au départ, on commence une carrière, un titre peut faire déraper, peut-être moins qu'avant, mais enfin, il faut déjà gérer tous les réseaux sociaux. Donc, cet aspect-là des choses où il y a des inepties qui sont dites. Donc, il y a des médias de confiance, c'est vers ceux-là qu'il faut aller et mettre en place des choses. Si j'étais dans un service de com, mettre en place des choses qui vont être bénéfiques pour les deux parties. Parce que si on vous donne une interview, mais qu'on vous dit pas de questions là-dessus, hein. Ouais. Donc, pas de questions là-dessus, je veux bien, mais c'est ce dont... On parle de quoi, alors ce dont tout le monde parle. Et on peut aborder la question avec de l'entre-gens, mais qu'en effet, ce qu'on entendra, et qui ne soit pas dans la provocation, ce qu'on entendra nous permettra de comprendre. Voilà, ça devient très, très compliqué. Il y avait un côté provocateur aussi à l'époque, inutile. J'ai fait des interviews qui... faire de la provocation pour de la provocation, ça n'a pas de sens. C'est compliqué, hein. C'est vraiment une alchimie compliquée. Et là, on n'a plus cet accès. Moi, je téléphonais, André Malherbe vient de disparaître, très grand champion aussi. Tout ça me revient, mais je l'ai à la fois connu, moi, dans sa première vie et dans la vie après. Un champion dans les deux vies qu'il a eues. Vraiment, une dimension humaine aussi exceptionnelle, une accessibilité. Des types qui avaient le sens de l'humour, qui rigolaient. Un jour, ils m'ont fait une blague avec laquelle ils m'ont fait monter sur la moto. Ils ont enclenché la vitesse. La moto est partie, je suis resté debout. Et ils en riaient, ils en ont ri, André, chaque fois qu'on lui rappelait. Mais des gars comme ceux-là, on leur téléphonait. Ben oui, non. Ben viens lundi prochain, on sera à l'entraînement, on venait pour un 10 minutes lundi sport, ok, d'accord. C'est impensable aujourd'hui. Il faut faire des démarches. Et puis on a donné un peu à la VRT, on va donner un peu à la RTBF. La fois prochaine, on fera VTM et puis RTL. Et puis voilà, et les gens se protègent. Le bel exemple que j'ai, mais je trouve que ça... Chaque fois quand même qu'elle vient à l'interview, elle donne d'elle-même, c'est Nafit Yam. Hein, elle était très protégée au début. J'ai le sentiment quand même que voilà, ce qu'on veut avoir, c'est pas du voyeurisme. Ce qu'on veut, c'est entrer plus en contact avec la grande championne qu'elle a, savoir ce qu'elle est un peu plus, mais sans aller dans son intimité, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle veut partager? Qu'est-ce qu'elle a mis en place? Le jeu de la sincérité. Voilà, le jeu de la sincérité. Mais c'est compliqué, en même temps c'est passionnant, mais j'ai l'impression que j'ai vécu mon époque journalistique, une époque qui était plus simple à gérer qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dû aussi à une évolution sociale, parce que comme vous le disiez, le journalisme, aussi le statut de journaliste a évolué, et pas forcément bien si on s'en fie aux perceptions publiques du métier. Est-ce que justement cette espèce de
lissage des discours sportifs, c'est pas un petit peu un symptôme d'une société qui évolue vers du politiquement correct où on veut absolument éviter d'avoir le mot de trop pour ne pas susciter des débats sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que l'obsession des réseaux sociaux change beaucoup de choses, gâche beaucoup de choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment, dans les réflexions des cellules de communication autour des championnes et des champions, ils doivent aller vers les fondements et les principes dont on parlait. Comment est-ce que allez, je prends le Black Lives Matter. Beaucoup de sportifs se sont positionnés là-dessus. Hein. Lukaku, bel exemple aussi. Il fait une interview fin de l'année dernière. Il est incendié sur une réflexion. Je me souviens, alors qu'il avait dit plein de choses intéressantes à côté. Mais il faut aller chercher du côté des cellules de communication le média auquel on va à un moment donner quelque chose, oui, mais en tout cas, mais à ce moment-là, il faut accepter de dire on a fait le job, on vous a choisi, on vous fait confiance. Et à l'inverse, la confiance, oui, si on est là pour poser les 10 questions qui vont mettre à mal, on est là pour essayer de comprendre. C'est vraiment une question de... Et cette sensibilité-là, c'est pas du politiquement correct. Hein. On peut poser une question de façon agressive, on peut poser la même qui vous imposera de répondre sincèrement, mais de façon non agressive. Il faut toujours venir avec les bonnes questions, mais aussi la bonne manière de les poser. Et puis, ça dépend de l'atmosphère. Le gars est arrivé comment, ou la fille est-ce qu'il était nerveux là-dedans, il était pressé. Alors, tout ça, c'est votre empathie. Il faut juger de ça. Et puis, il faut installer la confiance. Mais pas pour la trahir, mais pour aller vers du contenu qui feront, quand on regardera, on dira il a bien fait le job. Et Lukaku ou Justine ou Nafi et Nafi, globalement, dans ce qu'elle donne d'elle-même, cette fille, je trouve qu'elle a beaucoup de une belle dimension humaine, hein, et qu'à un moment on l'a protégée. J'ai l'impression que ça se relâche un peu aujourd'hui et que ça évolue dans le bon sens. Et ils auront des arguments pour me dire pourquoi ils agissent ainsi. Et les arguments sont les réseaux sociaux, où il y aura toujours... c'est tellement facile de dézinguer sur un minuscule fait, sur 3 mots. On en fait une montagne compliquée. Oui, mais même par rapport à nous. Hein. Moi, je ne suis pas dessus parce que il faut accepter qu'on se fait dézinguer. Mais voilà, les gens, c'est leur droit. Nous, c'est leur droit de ne pas être attentifs. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est mon jugement qui existe et celui de gens qui auront la sincérité et de dire là-dedans, attention, non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que je me souviens quand Vincent Langundries a repris la relève pour les Diables, il s'est fait incendier sur les réseaux sociaux aussi dès son premier match. On lui a pas laissé le bénéfice du doute, c'était non, il est mauvais, hop. Et oui, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Et comment voulez-vous après être serein dans le deuxième match ? Compliqué. C'est compliqué. Ou alors on est des carapaces et on n'en a rien à cirer de rien, mais c'est impossible. Et oui, ou alors on est d'une prétention absolue. C'était très très compliqué pour Vincent. La succession était compliquée aussi, c'est vrai. Ouais. Mais ce qu'on a pu dire à ce moment-là, c'est injuste. C'est injuste. Il ne s'est pas trompé sur les fins de match. Et avec Philippe Albert, il a trouvé un autre équilibre que celui qui existait avant avec Rodrigo. Bon, allez, il faut juger un tout. Aujourd'hui, on le sent quand même plus serein maintenant. Mais voilà. Là, on est dans les personnes. Donc, et c'est bien de citer cet exemple-là parce que on parle du commentaire des diables. Mais c'est vrai pour tous ceux qui, à un moment, se mettent devant cet exercice extrêmement compliqué qui est celui du commentaire en direct. Parce que ce qui est dit, c'est fini. Exact. Le commentaire, on peut le réécrire, le reportage qu'on a fait, mais le direct, c'est dit, c'est fini. C'est gravé dans le marbre. Et aujourd'hui, c'est non seulement dit, mais c'est amplifié. Oui, c'est ça, c'est repris, sorti du contexte. Voilà, exactement ce que tu dis. Amplifié, sorti du contexte, donc ça devient
c'est à la mitraillette. Hein. Donc, franchement, c'est injuste. Ouais. Pour rester on parle un peu de Diable Rouge, puisque au moment d'enregistrer cette émission, on est en plein dans la Coupe du Monde. Malheureusement, nous les Belges, on n'y est plus. Mais ce qui est ressorti un petit peu durant cette compétition, c'est, d'après les commentaires qui ont été faits, c'est qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait une espèce de malaise au sein de l'équipe, qu'il y avait des tensions. Est-ce que vous, à votre époque, quand vous étiez justement sur place dans ces Coupes du Monde-là, dans une situation similaire, si elle existait, est-ce que, par exemple, c'est peut-être hyper naïf ce que je vais dire, mais est-ce que vous auriez pu rentrer, par exemple, dans le vestiaire comme ça, en allant un petit peu jauger l'atmosphère? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Ici, dans cette Coupe du Monde du Qatar, oui, il paraît que Vertonghen et machin sont disputés, etc. Est-ce qu'à votre époque, par exemple, dans les années 90, vous auriez pu juste rentrer dans le vestiaire et aller sentir cette atmosphère au lieu de dire oui, il paraît que... Alors, sentir l'atmosphère, c'est compliqué. Sentir l'atmosphère, ça ne sera jamais que votre ressenti. Donc il faut quand même avoir, pour faire notre métier, il est nécessaire d'avoir des gens qui vous parlent. Alors, les faire parler, pourquoi? Pour avoir des ragots de vestiaire. Il faut recouper l'info. Hein. Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a peut-être des gens qui vont vous parler dans les observateurs, qui vont dire le contraire de la vérité, pour ne pas que la vérité sorte. Ouais. Donc, c'est très compliqué. Allez, par contre, à l'époque, en 1990, c'était autre chose parce qu'on se retrouvait... Moi, en 86, je suis allé au stage de préparation des Diables dans une station suisse qui s'appelait Ovrona. On voyait les gars, on arrivait avec notre équipe de reportage. Enzo Schifo et Grune prenaient le soleil entre deux séances d'entraînement. Ils mettaient de la protection solaire. Enzo Schifo chantait. On avait filmé sa chanson « C'est gagné d'avance, faites-moi confiance, c'est gagné d'avance ». On a filmé ça dans la montagne avec le ruisseau qui coulait derrière, l'image stéréotype complet. C'était avec Maurice Loiseau, le réalisateur. Oui, ils étaient beaux. On arrivait, tous les journalistes, on était sur le balcon avec eux et on buvait un café, ils étaient là, on échangeait, ils passaient. Mais moi, j'avais par rapport à ça, on n'était pas là non plus, et mes collègues non plus, pour chercher le petit truc qui va faire le titre le lendemain, quoi. Hein, et qui fera... Et le surlendemain, un titre qui dira l'inverse. Hein. Parce que ça, moi, personnellement, ça me perturbe quand même beaucoup. Alors, en 90, on s'est retrouvés, elle est authentique, dans la même boîte de nuit que les Diables Rouges. Ouais. Et on ne dira jamais rien de ce qu'on y a vu, et qui n'était pas non plus, il ne faut pas exagérer, mais bon... Guéretz à genoux au milieu de la piste de danse, quoi. Hein, oui, et Philippe Albert enchaînant au comptoir dans un geste qu'il maîtrise parfaitement, qui est celui du coude levé. Mais non, mais ils nous acceptaient. On était avec Roger Labour, ils nous ont acceptés. Ils nous ont pas dit aujourd'hui c'est impossible. Oui, parce que moins protégé par. Aujourd'hui c'est complètement impossible. Il y a des services de sécurité. Non, c'est juste. Alors quoi, c'est des contacts par téléphone avec un tel qui est proche de tel joueur. Oui, et puis après on se fait. Oui, c'était plus facile d'avoir des infos à cette époque-là, mais en même temps, on ne les exploitait pas comme on les aurait exploités aujourd'hui. Puisque il y avait ce sentiment de confiance. Et qu'à partir du moment où vous sortez dans la boîte de nuit des Diables Rouges, il est évident qu'on ne va pas faire de photos. Déjà, on n'avait pas de smartphone. Hein. Il est évident qu'on ne va pas faire un papier en rentrant le soir en disant non, déjà... Voilà, on se dit qu'on a vécu un super moment et c'était un moment très sympa. Mais c'est complètement impossible aujourd'hui. Alors, pour sortir un petit peu du discours purement des sportifs en tant que tel, mais vraiment plus au niveau des événements et des institutions, est-ce qu'on peut dire, alors vous me répondez oui ou non, mais est-ce qu'on peut dire que le sport, par défaut, peut être un outil, un levier politique ? Mais bien sûr, sport et politique sont intimement mêlés. Ce qui se passe au Qatar aujourd'hui, c'est très révélateur. Et ce que la FIFA a mis en place depuis l'accession à la présidence de la FIFA de Joao Havelange, qui a succédé à un Anglais qui s'appelait Stanley Rousse,
Et les Anglais, on connaît la rigueur dans Joao Havelange. Ben oui, était le premier président à accepter contre rétribution parce qu'il était sous la pression énorme de Adidas, de Dassler, le patron d'Adidas, qui a fondé après une société de droits sportifs, qui achetait les droits sportifs et donc qui travaillait pour la FIFA. Donc, je vous explique un peu ça parce que et puis après, oui, c'est la désignation de la Coupe du Monde qui a fait grincer le plus de dents, c'est celle de 1978 en Argentine, où il y avait les colonels qui étaient au pouvoir. On torturait des gens, des opposants, à quelques kilomètres des stades où on jouait au football. Et les joueurs se sont retirés. Très très peu d'entre eux ont pris la parole. Platini a dit pour aller, je traverserai l'Atlantique à la nage. Ouais, mais en attendant, il n'y a pas que ça. Mais aujourd'hui, aucun joueur n'a pris de position. Le Danemark a pris un peu position. On sait que ils ont essayé. Mais voilà, en attendant, jamais on n'aura mis autant les projecteurs sur la situation et sur les dérives du Qatar en termes de droits humains, de droits des travailleurs, les dérives en termes de développement durable, la construction des stades, tout ça est pointé, repointé et le sera encore. Alors on dit que ça fait évoluer les choses à l'intérieur du pays. Il faudra faire le bilan après. Mais le sportif, oui, Lukaku se baisse quand même pour lever le poing et Hamilton rentre dans l'art aussi en Formule 1, un sport que tu connais bien. Donc oui, mais en même temps, d'autres diront c'est pas leur job, mais dans ces circonstances-là, je pense qu'il faut quand même faire passer les messages. Mais c'est aussi aux journalistes à les faire passer. Alors, ce ne sont pas les mêmes équipes qui couvrent, mais qu'on couvre l'événement dans tout ce qu'il représente et dans toutes ses facettes. Boycott, c'est autre chose. Amnesty International lui-même dit pour le Qatar, il ne faut pas boycotter. Il faut au contraire essayer d'avoir des compensations. Ce que la FIFA n'a pas fait, mais pour les familles endeuillées par la mort des travailleurs qui ont construit les stades et les infrastructures, ça c'est incompréhensible. La FIFA aurait dû aussi assumer son choix. Elle s'y est mise très très tard en ayant des exigences par rapport à la désignation de 2010. Mais puis après tout ce qui s'est passé en termes d'élections, de corruption, la CONCACAF, c'est un pot-au-pot extrêmement interpellant dans des proportions dont on n'imagine pas qu'elle ait pu atteindre ces sommets-là. C'est incroyable. Des gens qui n'ont pas de problème de rétribution et qui prennent des commissions. Tous ces documents la sorte. Excellente série Netflix, FIFA. Ah oui, elle vient de sortir. 4 épisodes, il faut la voir. Elle est sur ma liste à regarder plus tard. Il faut absolument aller voir ça. Décodage, nickel. Et voilà. Et Infantino, manifestement, est dans la même logique. Alors, vous avez utilisé le terme que tout le monde connaît, c'est celui de Netflix. C'est une plateforme qui aujourd'hui évidemment est hyper connue, que tout le monde consomme modérément ou non d'ailleurs. Moi il y a un truc que je trouve fascinant dans la communication pour les institutions, mais au niveau sportif plus globalement, c'est le fait qu'on voit de plus en plus de documentaires. Vous avez évoqué celui de la FIFA par exemple, mais aussi de documentaires produits autour des équipes, parfois même par les équipes qui financent des équipes de production pour venir sur place. Notamment, il y en a moi un qui m'a marqué, c'est Drive to Survive, parce que c'est de la Formule 1 et qui a vraiment amené la Formule 1 dans une dimension supérieure, parce qu'avant le DIMAT aux États-Unis était très faible. Aujourd'hui, ils sont devenus hyper populaires. Enfin, un pilote qui se balade à New York aujourd'hui, il peut plus aller prendre son café tranquillement parce qu'on le reconnaît directement. Il y en a aussi un autre dans le domaine du football. C'était un documentaire sur le club de Sunderland au Royaume-Uni. Sunderland, ancien très grand club, qui aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, c'est en Division 2. Je me souviens toujours à l'époque que j'avais regardé ça avec un pote. On a fini la série. Et une heure après, on relance FIFA. On se crée une carrière avec Sunderland pour les ramener au top de la Première Ligue. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, et je pense qu'ils ont très bien compris ça, c'est le pouvoir finalement de la personnification d'un club ou d'une écurie ou d'un sportif en général, et d'emmener le public dans les backstage. Est-ce que cette notion-là,
à l'époque où vous étiez vraiment sur place dans les événements, dans les interactions, est-ce qu'il y avait déjà cette notion-là d'aller chercher le public, d'aller chercher si loin qu'on l'emmène avec nous dans ces événements-là? Alors oui, évidemment. Les premiers, c'est les yeux dans les bleus. Sont les Français qui font ça avec la Coupe du Monde de 1998 qu'ils remportent, hein, c'est bien ça. Hein. Et là, documentaire. Nous, on a essayé de faire ça avec l'équipe et les Flamands pour jouer ensemble, parce qu'on ne pouvait pas avoir deux équipes avec les Diables Rouges. Mais c'était avec Marc Wilmots. On est arrivé à une série, mais qui ne laissait pas la porte ouverte tout le temps. Alors, on doit avoir un contrat de base aussi là-dedans, en disant, vous nous ouvrez les portes, on va rester dans une relation de confiance. Mais à partir du moment où on vous les ferme presque systématiquement, on a quelques bribes d'eux qui vont dans le sens dont tu parlais, mais qui ne permettent pas d'aller au bout du processus. On l'a fait, hein, oui, hein, ça c'est aller à l'intérieur d'eux, ça c'est le rêve d'eux. Et aujourd'hui, à l'intérieur d'une équipe, vivre une équipe, ce que vit une équipe au Tour de France, avec un cadreur qui est là en permanence, mais qui doit pouvoir rester au moment où ça chauffe. C'est tout. C'est en effet le Drive to Survive est le bel exemple. Les audiences, elles étaient en train de décliner là partout. Chez nous aussi, elles sont en train de remonter. Mais en osant dire ça va, ça ne va pas, hein. Parce que si on est là pour la brosse à reluire en permanence, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voir les enjeux et aller jusqu'au bout des enjeux et oser dire... Je sais qu'on a tenté l'expérience pour les Diables Rouges avec une boîte privée qui a fait ça, mais on n'y est pas arrivé totalement. On a eu des bribes de... on passait chez un supporter qui était... c'était très touchant. Le gars était gravement malade. Il vivait par procuration avec les Diables Rouges, oui. Mais à un moment donné, on sent que tout ne s'est pas bien mis, quoi. Et les Diables n'ont donné accès qu'à certains moments, une scène chez le coiffeur, hasard, on vient le coiffeur, très bon moment, mais à côté de ça, on était aussi dans du convenu. Ça voulait sonner vrai, mais ça ne sonnait quand même un peu faux. Parce que trop cadenassé, trop contrôlé. Et il faut relation de confiance. On filme, ça va. Et si on a un souci, on peut en discuter pour ne pas être... mais il faut qu'à la fin, votre produit soit quand même rencontre l'objectif que vous vous étiez fixé. Ouais. Alors Michel, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Moi, j'avais juste envie de vous poser une dernière question. Là, vous avez les 43 ans de carrière, c'est terminé, mais vous avez encore des occupations, puisque vous occupez notamment d'un club de foot. Vous suivez aussi un jeune pilote, Benjamin Pâques. Ah oui, parce que je suis copain avec son papa. Et alors moi, le sport moteur, c'est pas ma matière de prédilection. J'avoue, j'ai couvert des rallyes automobiles, ça j'ai adoré. Benjamin court sur circuit, beaucoup d'avenir, beaucoup de qualité, de ce que je lis, de ce que j'entends et des conversations, beaucoup d'humilité aussi, chouette contexte familial. Donc c'est un garçon intéressant dans un domaine qui est quand même très 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 particulier. Et difficile d'accès aussi. Et très difficile d'accès, mais je vois qu'il fait son chemin plutôt bien et que de saison en saison, la progression est là. Donc le suivre, c'est juste donner des conseils en disant, en termes de communication, en disant voilà, et le reste, il y a une vérité, hein, c'est le résultat. Il y a que celle-là. Hein. Faut jamais croire que la communication va faire de vous un champion. Jamais. Par contre, que la communication derrière le champion soit travaillée, réfléchie et la plus performante possible, ça c'est un gros enjeu. Et ça mérite des champions de la communication aussi derrière. Et ça doit être adapté au champion ou à la championne. C'est un super métier pour ça. Mais il y a une chose, priorité, faire des résultats. Hein, et être une référence dans son domaine. S'il n'y a pas ça, la communication, ce sera du pipeau, fût-elle aussi bonne qu'on puisse l'imaginer. Écoutez, sur ces belles paroles, merci beaucoup Michel Lecomte, merci pour votre temps. C'était un vrai plaisir de vous avoir dans cette émission. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Bullseye. Voilà, merci aussi. Bullseye.